Je vais vous parler de l'héritage exobiologique de la mission spatiale européenne Rosetta. La mission Rosetta a exploré le noyau d'une comète entre 2014 et 2016. Qu'est-ce qu'une comète, pour commencer? Les comètes, tout comme les planètes, se sont formées au moment de l'effondrement d'un nuage moléculaire qui a donné naissance à notre système solaire, le Soleil, les planètes et leurs satellites, mais aussi les petits objets du système solaire qui sont les vestiges de la formation du système solaire, ce sont les astéroïdes et les comètes. Les astéroïdes sont composés principalement de roches et de métaux. Les comètes sont un mélange de roches, de métaux et de composés volatiles, des glaces qui ont été gelées aux confins du système solaire au sein du noyau des comètes. Quand on observe une comète dans le ciel, à partir de la Terre, on ne voit jamais le noyau. On voit l'activité engendrée par le noyau, l'atmosphère du noyau que l'on appelle la chevelure ou encore la coma. Et cette chevelure se divise en deux queues bien distinctes. Une queue qui est en général blanchâtre, qui est la queue de poussière, qui peut s'étendre sur quelques millions de kilomètres, et une queue d'ion qui a plutôt une teinte bleutée, qui s'étend sur des dizaines de millions de kilomètres. D'où viennent les comètes? Les comètes sont stockés aux confins du système solaire. Leurs principaux réservoirs sont la ceinture de Kuiper qui s'étend entre 30 et 50 unités astronomiques au-delà de l'orbite de Neptune et le nuage d'Oort qui est une sphère qui s'étend entre 2000 et 200 000 unités astronomiques et qui englobe l'ensemble du système solaire. Les comètes sont stockées là depuis 4,5 milliards d'années. Mais, suite à des perturbations gravitationnelles, certaines d'entre elles sont propulsées vers l'intérieur du système solaire, vers le Soleil. Et en s'approchant du Soleil, sur une orbite elliptique, très excentrique, elles vont se réchauffer et les glaces qui sont contenues dans leur noyau vont se sublimer pour former la chevelure et les deux queues. Par exemple, vous pouvez voir ici l'orbite de la comète 67P Churyumov-Gerasimenko qui a été la cible de la mission Rosetta. Cette orbite va au-delà de l'orbite de Jupiter et va s'approcher entre l'orbite de la Terre et de Mars. La comète 67P Churyumov-Gerasimenko fait le tour de son orbite en environ 6 ans et demi. Pourquoi étudier les comètes? Comme je l'ai dit tout à l'heure, elles se sont formées en même temps que les planètes. Mais du fait de leur petite taille, elles n'ont jamais véritablement chauffé et elles ont conservé intacte la matière primitive qui a servi à former notre système. On les considère donc un peu comme la mémoire de notre système solaire, les archives du ciel. D'autre part, on sait que des comètes sont tombées sur la Terre primitive après sa formation. Et les comètes sont, comme nous allons le voir, riches en eau et en molécules organiques. Et on se demande dans quelle mesure les comètes auraient pu contribuer à la formation des océans terrestres, d'une part, mais aussi apporter des molécules organiques qui ont été impliquées dans les réactions chimiques qui ont conduit à l'apparition de la vie sur la Terre. Les comètes sont donc au carrefour des origines. L'origine du système solaire, d'une part, mais aussi, peut-être, l'origine de la vie. La mission spatiale européenne Rosetta a quitté la Terre le 2 mars 2004. Sa destination était la comète 67P Churyumov-Gerasimenko. Cette mission a été une succession de premières dans l'histoire de l'exploration spatiale. D'une part, c'était la première fois qu'un objet artificiel était mis en orbite à proximité du noyau d'une comète. Jusqu'à présent, il n'y avait eu que des survols. D'autre part, la mission Rosetta a rejoint la comète à plus de 2 unités astronomiques du Soleil, c'est-à-dire au moment où la comète était encore à peu près inactive. On a pu suivre donc, au fil des semaines et des mois, la mise en activité de la comète à son approche du Soleil. Enfin, grâce à l'atterrisseur Philae, pour la première fois, on s'est posé à la surface d'une comète pour faire des analyses au plus près du noyau. C'était donc une mission de l'Agence spatiale européenne extrêmement ambitieuse. Le vaisseau mère, la sonde Rosetta, était un objet qui faisait entre 2 et 3 mètres de côté et qui était prolongé par des panneaux solaires qui mesuraient 15 mètres de chaque côté. Près de 3 tonnes, une dizaine d'instruments sur la sonde principale, Rosetta, alors que Philae était un petit atterrisseur d'1 mètre de côté environ pour 100 kg et qui contenait une dizaine d'instruments scientifiques.
L'idée de la mission Rosetta était d'emmener un laboratoire jusqu'à la comète. Il n'était pas envisageable à l'époque de la décision de cette mission d'imaginer rapporter des échantillons de comètes sur Terre. D'où cette idée d'apporter les instruments scientifiques. Ils étaient de toute nature. Par exemple, sur la sonde Rosetta, des instruments d'analyse spectroscopique dans les domaines UV, visible, infrarouge, micro-ondes, des instruments d'analyse de la composition de la comète, des microscopes aussi, et toute une série d'instruments chargés de faire des mesures physiques dans la coma, dans l'atmosphère de la comète. C'était le même principe sur l'atterrisseur Philae, des instruments d'analyse de composition, des caméras, des instruments de mesure physique. La mission a été lancée le 4 mars 2004. Elle a rejoint la comète 67P de Churyumov-Gerasimenko au bout de 10 ans de voyage en août 2014. Vous voyez sur cette image le noyau de la comète 67P. Vous voyez même des jets de matière qui sont entraînés à partir du noyau. Les glaces se subliment et entraînent des petites particules solides tout autour du noyau. J'ai dans la main une impression 3D du noyau de la comète 67P. Cette comète est constituée de 2 lobes qui sont reliés l'un à l'autre et le plus grand de ces lobes mesure 4 km sur sa plus grande longueur. Lorsque la sonde Rosetta a rejoint la comète en août 2014, elle ne s'est pas contentée de la suivre pendant quasiment 2 ans, elle a effectué toute une série de manœuvres les plus complexes de manière à satisfaire toutes les exigences des scientifiques qui voulaient la sonder sous toutes ses coutures. Certains chercheurs souhaitaient que la sonde soit au plus près du noyau, tandis que d'autres souhaitaient avoir une vue plus large et s'en éloigner. Ce qui a conduit la sonde Rosetta à effectuer un véritable balai autour du noyau de la comète 67P pour répondre à toutes les exigences scientifiques des chercheurs. Il n'est pas possible de résumer en quelques minutes l'ensemble des résultats scientifiques de cette mission. J'ai donc sélectionné quelques résultats importants qui concernent l'exobiologie, c'est-à-dire essentiellement l'eau présente dans le noyau de la comète et la matière organique. On se pose depuis très longtemps la question de l'origine des océans sur la Terre. L'eau de nos océans a une signature isotopique bien spécifique. Dans l'eau terrestre, pour 100 000 atomes d'hydrogène, vous aurez 15 atomes de deutérium, l'isotope de l'atome d'hydrogène. On dit que le rapport D sur H dans l'eau terrestre est égal à 1,5 10-4. Sur cette figure, vous voyez la valeur des rapports D sur H dans différents objets du système solaire. Sur Terre, qui est figuré à gauche de la figure par un losange bleu, il est de 1,5 10-4. Ensuite, vous avez des mesures dans différents types de chondrites carbonées, des météorites qui sont recueillis sur Terre, et sur la droite du diagramme, vous avez des valeurs mesurées dans différentes comètes. La comète Hale-Bopp, la comète de Halley, la comète Hyakutake. Et vous voyez que pour la plupart des comètes, cette valeur n'est pas compatible avec la mesure des eaux terrestres. Elle est d'environ 2 fois la valeur terrestre, autour de 3 10-4. Ces comètes, avec une valeur élevée du rapport D sur H, proviennent du nuage d'Oort. Par contre, avant la mission Rosetta, on s'était rendu compte que les comètes qui appartiennent à ce qu'on appelle la famille de Jupiter et qui proviennent de la ceinture de Kuiper ont une valeur qui est compatible avec la valeur des océans terrestres. La comète 67P étant une comète de la famille de Jupiter, tout le monde s'attendait à mesurer une valeur compatible avec l'eau terrestre. Pourtant, c'est une valeur bien plus élevée qui a été mesurée, plus élevée encore que pour les comètes ayant pour origine le nuage d'Oort. Cette mesure ne veut pas dire forcément que l'eau terrestre ne vient pas des comètes, puisque certaines comètes ont une valeur compatible, mais elle nous indique que les comètes ne se ressemblent pas et que ce ne sont certainement pas des comètes comme la comète 67P qui ont contribué à la formation des océans sur Terre.